Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cette très belle journée de m'avoir accordé le privilège de dire quelques mots de conclusion. Alors derrière la formule de politesse, en réalité, il y a un embarras profond qui est lié à la richesse et à la variété et la grande diversité des contributions qui rendent l'exercice de la conclusion particulièrement périlleux, mais je vais essayer de le mener à bien dans le temps dépassé qui m'est imparti déjà. Le risque climatique est apparu à la fois dans son unité et dans sa diversité, les contributions ayant mis en valeur une pluralité de manifestations, d'enjeux, de modes d'appréhension, de modes de gestion. Les organisateurs avaient pressenti cette tension entre unité et diversité, en donnant au colloque un intitulé à la fois singulier et pluriel. Au fil des contributions, on a ainsi évoqué pêle-mêle des risques d'atteinte à l'environnement, des risques de catastrophes naturelles, en surplomb le changement climatique et bien d'autres risques encore. Il est vrai que tout fait système et que, par exemple, le risque climatique est étroitement corrélé au risque environnemental. Quant au changement climatique, il est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un méta-risque ou un risque matriciel au sens où il engendre certains risques, au sens également où il en aggrave d'autres, aussi bien dans leur fréquence que dans leur intensité ou leur gravité. Et d'ailleurs, plus qu'un risque, c'est déjà même un sinistre, puisque le changement climatique ou les changements climatiques sont à l'œuvre. Alors parmi les différents risques envisagés, figurent des risques au sens technique, étroit, c'est-à-dire des éventualités de dommages qui affectent des biens ou des personnes, autrement dit, des événements aléatoires qui viennent frapper des vulnérabilités. On peut songer au risque catastrophe naturelle, au risque incendie, au risque maladie. Et puis figurent également des risques au sens plus commun, plus général, c'est-à-dire des menaces diffuses, non ciblés, comme peuvent l'être les risques d'instabilité politique, le risque migratoire, le risque de famine, le risque d'épidémie, le risque économique de manière plus générale. Alors à l'issue de ce colloque, de cette journée, je crois qu'il est possible de regrouper les questions que soulèvent les risques climatiques en deux grandes interrogations. La première consiste à se demander comment le droit se préoccupe de ces risques, comment ces règles évoluent, quelles sont les techniques normatives à l'œuvre, etc. La seconde revient à renverser la première question et à se demander ce que le risque climatique fait au droit, au système juridique, à ses institutions, à l'état de droit. Je vous propose donc, en guise de conclusion, d'envisager l'appréhension du risque climatique par le droit, puis l'incidence du risque climatique sur le droit. S'agissant de la manière dont le droit appréhende le risque climatique, elle est contrastée. Pour utiliser deux formules en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, disons que d'un côté, le droit fait feu de tout bois et que de l'autre, il souffle le chaud et le froid. En premier lieu, le droit fait feu de tout bois en se multipliant à toutes échelles et pour toutes activités, en mobilisant une grande variété de techniques normatives. Il est difficile de dresser un inventaire pertinent et structuré de tout ce qui a été abordé aujourd'hui, mais je me permettrai quand même de revenir sur 3 points. D'abord, il a été beaucoup question de prévention et des mesures juridiques prises à cette fin. L'objectif, évidemment, est louable. Il peut être recherché de bien des manières, on l'a vu encore une fois à nombreuses reprises. Prévenir, certes, mais prévenir quoi ? Si l'on raisonne sur le changement climatique, ce méta-risque, le sinistre est déjà là, irréversible, le retour au statu quo est impossible. Il est seulement possible, souhaitable, de freiner l'évolution, de ralentir. En revanche, prévenir les dommages environnementaux causés par l'activité humaine est envisageable. Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde pour limiter les effets des catastrophes climatiques est réalisable. Adopter une démarche de précaution dans son sens noble et originel est indispensable. Mais ce n'est pas exactement les mêmes questions. Par-delà, demeure le chantier important, fondamental, souligné tout récemment par le GIEC,
de l'adaptation. Le terme dit tout. Il faut vivre avec le changement climatique et ses conséquences, apporter de la sécurité aux populations, les préserver des vulnérabilités, de la pauvreté, de la sécheresse, de la famine, au risque sinon de les faire tomber entre les mains de groupes armés ou de les transformer en groupes de migrants climatiques. Ensuite, on a pu mesurer la complexité du sujet. Il est ainsi apparu que parfois les solutions sont dans les problèmes et réciproquement. Il y a ainsi des boucles de rétroaction. L'exemple du numérique est de ce point de vue saisissant, car si le numérique offre des possibilités de réduire les effets négatifs de certaines activités, la pollution générée par le recours au numérique est effrayante. Et pourtant, ce sont souvent les normes étatiques qui incitent, voire imposent, le tout numérique aux entreprises et aux acteurs économiques. Enfin, on a pu constater aussi des mouvements assez révélateurs de la normativité contemporaine. Des normes se densifient, elles naissent dans les limbes du droit, accèdent à la juridicité par des instruments de droit souple, puis sont portées par des instruments de droit dur. L'exemple de la responsabilité sociale des entreprises est de ce point de vue patent. En second lieu, le droit souffle le chaud et le froid dans la mesure où il est l'instrument à la fois précieux de gestion des risques climatiques et un instrument décevant. Les illustrations n'ont pas manqué. Je prendrai 3 exemples ici. D'abord, on peut songer à la norme contractuelle. Depuis bien longtemps, le contrat apparaît comme un bloc de prévision pour l'avenir et surtout un mécanisme de gestion, voire de transfert des risques. À cet égard, depuis bien longtemps, le contrat intègre dans ses clauses les événements climatiques qui compromettent l'exécution des engagements des parties. Cela ne s'est pas fait sans mal, cela a été rappelé avec l'exemple des contrats de travaux à Lyon au XVIIIe siècle, dont on a pu voir les mécanismes, mais aussi la concurrence avec d'autres dispositifs de prise en charge. Il est aujourd'hui très habituel d'insérer dans les conventions des clauses anticipant les effets des événements climatiques sur l'exécution du contrat. Bien entendu, parmi les contrats, il en est un qui joue un rôle plus important que les autres dans l'appréhension et la gestion du risque climatique, c'est le contrat d'assurance. Encore que le singulier ne doive pas tromper, il y a en réalité une pluralité de dispositifs de couverture. En matière de dommages matériels, et seulement de dommages matériels d'ailleurs, ces contrats combinent tous assurance privée et intervention étatique, celle-ci étant plus ou moins intense. Cet attelage entre le privé et le public est le révélateur de ce que le risque climatique n'est pas un risque comme les autres, en raison de sa physionomie et de l'ampleur des dommages auxquels il donne lieu lorsqu'il se réalise. Comme on le dit souvent, c'est un risque inassurable, ce qui explique d'une part que les assureurs ne puissent l'assumer seuls, sans le soutien des États et donc du droit, et d'autre part qu'ils recourent à des techniques de financement alternatives comme la titrisation, ou qu'ils revoient leur modèle technologique en mobilisant les ressources de l'intelligence artificielle. Ensuite, une autre manière pour le droit de souffler le chaud et le froid a été mise en évidence par l'évocation des conventions internationales et spécialement le protocole de Madrid adopté pour protéger l'Antarctique, le préserver autant que possible, le mettre à l'abri d'une exploitation marchande. Mais derrière les espoirs suscités par ces conventions, on a aussi dû se résigner à faire l'inventaire des faiblesses des normes internationales et donc à constater une certaine impuissance. Enfin, il a été montré comment l'évaluation environnementale, dispositif juridique de prime abord vertueux, est susceptible d'engendrer un contentieux massif. Une fois de plus, le recours au droit n'est pas sans effet pervers, il souffle le chaud et le froid. L'examen de la façon dont le droit appréhende le risque climatique donne donc lieu à un bilan contrasté. Il n'est pas certain que l'analyse des incidences du risque climatique sur le droit soit davantage satisfaisante. S'agissant maintenant en effet de l'incidence du risque climatique sur le droit, cette question a également été très présente tout au long de la journée. Les différents contributeurs ont en effet montré ou révélé que le risque climatique interroge le droit,
voire qui le bouleverse. En premier lieu, le risque climatique interroge le droit lorsqu'il le met sur le grill, lorsqu'il met sur le grill ses outils, ses institutions, qui ne semblent pas toujours adaptés ou efficaces. 3 illustrations permettront de s'en convaincre. D'abord, sur le plan international, on a pu discuter du rôle du Conseil de sécurité de l'ONU en matière de risque climatique. S'il est généralement admis que le changement climatique est un amplificateur, un facteur aggravant d'insécurité et de conflit, en revanche, il n'y a pas de consensus, on l'a vu, pour élargir le mandat du Conseil de sécurité à cette question, en dépit de la récente proposition de résolution de décembre 2021. Ensuite, sur le plan du droit interne, on peut s'interroger sur le choix et l'adéquation des outils normatifs pour appréhender le changement climatique. L'exemple de la Constitution est particulièrement révélateur. Il est apparu en effet, d'une part, cela a été montré, que la norme constitutionnelle n'est peut-être pas faite pour la prévention des risques climatiques, et d'autre part que cette norme constitutionnelle est parfois fragilisée par des pratiques alternatives, telles que la mise en place d'une convention citoyenne. Au-delà, c'est le rôle de la société civile qui mérite qu'on s'y attarde. Enfin, sur le plan du droit global, on a pu mesurer le rôle considérable des acteurs privés, spécialement des entreprises, qui interpellent le droit de 2 manières au moins, qui ne sont d'ailleurs pas sans lien. D'une part, leur rôle invite à une réflexion et une approche de droit global, un droit global climatique, l'expression a été utilisée, un droit global qui prenne en compte l'immense pouvoir des transnationales, bien plus puissantes que les États et les organisations internationales. Sans d'ailleurs avoir besoin de convoquer des mastodontes capitalistiques, le développement certes limité d'activités touristiques et économiques en Antarctique révèle les faiblesses et les insuffisances du droit. Le concept de justice climatique appelle également, cela a été souligné, une réflexion de droit global. D'autre part, les entreprises sont elles-mêmes à l'origine de normes. Certaines se généralisent, se juridicisent, comme en témoignent avec force les exemples de la RSE et les démarches de sobriété numérique. D'autres pâtissent des faiblesses attachées à l'autorégulation, et on peut ici faire référence à l'exemple des normes d'éco-conception. Dans les 2 cas, en tout cas, il y a un rôle normatif assumé qui invite à questionner le droit. Celui-ci semble affaibli et son efficacité remise en cause. Les entreprises le savent bien, l'affaire Volkswagen en est un puissant révélateur. De surcroît, les entreprises peuvent également jouer un rôle normatif via l'outil contractuel dans leurs relations avec leurs clients. L'exemple de l'assurance est de ce point de vue éloquent. L'insertion dans les polices de clauses imposant aux assurés d'adopter des comportements vertueux et limitant les risques est un bon exemple d'un usage d'un pouvoir normatif privé qui complète, voire se substitue au pouvoir normatif des autorités étatiques. La question est alors de savoir s'il est acceptable et légitime qu'un tel pouvoir se déploie. La montée en puissance de l'intelligence artificielle dans la pratique assurantielle confère une importance et une urgence particulière à la question, dans un contexte, faut-il le rappeler, de contrats d'adhésion et de garanties obligatoires. La réflexion sur l'assurance augmentée a permis de prendre la mesure de ces enjeux. En second lieu, le risque climatique ne se contente pas seulement d'interroger le droit, il le bouleverse. À cet égard, on a pu assister tout au long de la journée à un appel au droit. Les jeunes chercheurs, doctorants, docteurs, on peut s'en réjouir, croient en la force du droit et en appellent à lui. Ils proposent de nouvelles normes juridiques, contractuelles, étatiques, internationales et préconisent que celles qui existent se renforcent. Il peut, par exemple, s'agir d'en appeler à la force normative du droit, dont sa force symbolique. On peut songer, par exemple, à l'effet de la constitutionnalisation dont les membres de la Convention citoyenne avaient pleinement conscience, comme cela a été rappelé, en demandant que la protection de l'environnement gagne en place dans la Constitution. On peut également penser à la manière dont
se forge le contentieux climatique qui invite à repenser la notion de précédent et l'idée de circulation normative, comme cela a pu être montré cet après-midi. Il peut s'agir aussi, conformément à l'art des juristes de faire système, d'en appeler à un droit plus rationnel, plus construit, mieux organisé, coordonné, qui intègre et digère les dimensions complexes et globales des questions qu'il affronte. Ainsi, plutôt que des dispositions ponctuelles, parfois adoptées à quelques semaines d'intervalle, on peut privilégier un cadre juridique organisant la gestion du risque climatique en général et le développement de l'écologie numérique en particulier de manière beaucoup plus pensée. Dans un même ordre d'idées, la frénésie normative observée en matière de RSE invite à faire une pause de manière à surmonter les effets pervers ou contre-productifs des lois. Bref, nous avons entendu un appel à un droit mieux conçu, mieux pensé. Il peut s'agir également d'appeler à la modification des règles les mieux établies pour embrasser les enjeux du changement climatique et contraindre les États dont le droit est pourtant l'émanation. Là encore, le contentieux climatique en est une forte illustration qui montre comment les obstacles sont franchis les uns après les autres. Il peut s'agir encore d'appeler certaines branches du droit à repenser ou à rééquilibrer leurs fonctions. Ainsi, le droit de la responsabilité civile est appelé à jouer un rôle fondamental dans la protection de l'environnement et par suite dans la limitation des risques climatiques. Sa fonction normative est appelée à se déployer et à gagner en efficacité, en particulier par la prise en compte de la faute lucrative et l'admission de sanctions appropriées telles que l'amende civile. Prévention et responsabilité sont en lien, fonctionnent de concert, comme le montre également l'exemple du protocole de Madrid et ses annexes. Il peut s'agir par ailleurs de revoir les fondements mêmes de certaines disciplines. Le sort des réfugiés climatiques soulève à cet égard de nombreuses questions de qualification juridique, de gouvernementalité internationale, alors que l'hypothèse d'État privé de territoire et par suite la question des droits territoriaux des peuples est une question à prendre très au sérieux. Il peut s'agir enfin de questionner les conséquences pour le droit de l'instauration de l'état d'urgence climatique. Certes, il s'agit d'un régime juridique qui respecte une certaine légalité, ou à tout le moins un droit constitutionnel jurisprudentiel d'exception, mais le durcissement du dispositif, sa densification normative, est souhaité par beaucoup. Mais à quel prix pour les libertés ? Liberté de circulation, liberté de se réunir, liberté d'entreprendre, etc. Comme cela a été dit, la gestion du risque climatique s'effectue au péril des droits et libertés fondamentaux. Le métarisque que constitue le changement climatique ouvre ainsi sur des questions vertigineuses. Et c'est tout le mérite de ce colloque d'avoir permis d'en saisir la diversité et les enjeux. Je vous remercie.